Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière émission de la saison 2022-2023 de On s'en parle. Alors, pour terminer cette saison, il me fait grand plaisir de recevoir la présidente directrice générale du CIS Abitibi-Témiscamingue, Madame Caroline Roy. Madame Roy, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Je me fais interpeller tellement. Les gens, je ne peux pas dire que les gens n'ont pas confiance aux autres invités qui viennent, on sait, nous parler des fameuses maisons des aînés et de d'autres sujets également, mais toujours en ce qui a trait à la santé. Mais les gens m'interpellent et me demandent continuellement, Madame Roy, quand elle va venir te voir, Gaby? Parce que les gens, suite à l'entrevue que nous avons faite au mois de février ou mars dernier, vous avez tombé dans l'œil de la population macamicoise en particulier, parce que je me fais interpeller beaucoup. Les gens vous font confiance énormément et me demandent quand Mme Roy va venir. Mais là, elle est là, Mme Roy, puis on va arrêter je vais arrêter de parler, bloup, puis on va aller tout de suite avec des questions parce qu'on en a beaucoup. Alors, je tiens à vous remercier, Madame, vraiment de vous présenter à cette émission parce que je sais que vous avez énormément de travail, puis de prendre, on ne peut même pas parler d'une demi-heure, c'est un enregistrement, mais par contre, tout ce qui s'y rattache avant, et etc. C'est un plaisir. Merci infiniment. Bon, Madame Roy, moi j'aimerais, si possible, que l'on fasse un dernier tour de piste pour, en ce qui a trait aux deux gros dossiers de l'Abitibi-Ouest, et vous me voyez venir certainement, les maisons des aînés, les futures maisons des aînés de Palmarol et de Macamé. La dernière fois qu'on s'est vu ici en entrevue, on n'avait pas mis de date, pas mis de mois, c'est sûr, parce que c'est trop difficile à faire. Mais par contre, on avait parlé d'années. On avait parlé de 2023, de 2024 et de 2026. Est-ce que ce dossier-là a progressé, a régressé? J'espère que non. Et est-ce qu'il y a des changements majeurs qui sont survenus? Bien, d'abord, vous dire merci de m'accueillir ici parce que je trouve ça important. Je sais que votre auditoire est important. Puis, pour moi, je veux toujours donner l'heure juste à la population, particulièrement pour ces deux grands dossiers-là. Je sais que la population les attend, tout comme nous. Puis, c'est pour ça que... on met une aussi grande rigueur à en assurer le suivi avec l'équipe ministérielle, puis avec la Société québécoise des infrastructures, parce qu'il faut se le rappeler, c'est la Société québécoise des infrastructures qui gère ces deux projets-là actuellement. Oui, les deux dossiers ont progressé de la même façon qu'on l'espérait, c'est-à-dire que les échéanciers que je vous ai annoncés la dernière fois, donc des appels d'offres, et ça, c'est pour les deux gros projets, c'est les mêmes échéanciers qui sont donnés. Oui. Donc, les appels d'offres à l'automne 2023, puis construction début 2024, début de la construction en 2024, suivant les appels d'offres, évidemment, puis lorsqu'on est capable en Abitibi-Témiscamingue de construire, donc souvent à partir du printemps, avec une complétion là, des différents projets en 2026. Donc, oui, ça a progressé. Plus précisément, ce qu'on peut dire, c'est que pour la Maison des aînés et Maison des aînés spécialisée, parce qu'il y aura une unité spécialisée à Macamic, les plans et devis préliminaires sont déposés dans les dernières semaines. On a déposé ça aux équipes ministérielles et on est en cours de réalisation des plans et devis définitifs. Ça, c'est vraiment là, les derniers plans avec tous les petits détails nécessaires pour être capable de se lancer en appel d'offres. Que l'on peut mettre sur la table et dire c'est ça que l'on construit. Oui, exactement. Okay. Parce que présentement, ce qui est autorisé et qu'on va de l'avant, c'est le concept qui appelle architectural. Donc, on sait exactement ce à quoi va ressembler la bâtisse. Ah, okay. On connaît aussi les chambres, la grandeur, les espaces, les salles de bain vont être à quel endroit, les corridors. Donc, on a tout ça. Mais pour mettre du détail sur ce plan-là, ça s'appelle des plans et devis. Puis, les plans et devis définitifs sont en cours. Donc, et tout chemine bien pour être capable de lancer les appels d'offres là, à l'automne 2023. L'étape qui va demeurer tout juste avant le lancement des appels d'offres, c'est la confirmation au Conseil du Trésor au niveau du budget, parce qu'on va avoir un estimé budgétaire vraiment très précis pour lancer l'appel d'offres puis faire la construction à compter de 2024. Et là, on parle, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a aussi dans ça Palmarol
Alors, ce sont les mêmes échéances. Oui, puis Palmarol, plus précisément, les plans et devis définitifs sont complétés. Donc, on est à une étape aussi qui a avancé encore dans ce dossier-là. Présentement, les équipes du ministère sont à l'analyse de ces plans-là avec les estimés de coûts qui y sont associés pour être capables par la suite là, d'aller au Conseil du Trésor pour confirmer l'avancement du projet avec le budget qui sera requis et lancement des appels d'offres qui sera repris aussi au niveau de l'automne 2023. Donc, ce que l'on avait parlé lors de l'émission du mois de mars dernier, des années 2023, 2024 et 2026, au moment où l'on se parle, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, puis ce n'est qu'une bonne nouvelle parce que ça témoigne de l'avancement. Puis il y a plusieurs professionnels là, qui sont mobilisés. On ne l'a pas nommé, mais si je parle entre autres pour la Maison des aînés alternative spécialisée de Macamic, vraiment, c'est un consortium de professionnels, c'est plusieurs professionnels en architecture, en ingénierie, en mécanique, en civil. Donc, on a vraiment plusieurs professionnels qui travaillent sur le dossier de façon très rigoureuse, des gens aussi qui viennent de la région. Fait qu'on est bien content de voir l'avancement de ce projet-là. Donc, la grosseur des bâtiments n'a pas changé non plus, que ce soit à Palmarol ou à Macamic. La grosseur des bâtiments n'a pas changé. Puis, prochainement, là, vraiment, ce qu'on souhaite, c'est présenter aussi à la population des images. Donc, concrètement, ce que ça va avoir l'air, parce qu'on les a, ces images-là. Puis, on a demandé à la Société québécoise des infrastructures de nous accompagner pour faire une présentation, fort probablement dans un prochain conseil d'administration de notre établissement, là, donc du 6, pour que la population voit avec des premières images ce que vont être ces constructions. Sans vous tirer les verres du nez, comme on dit, ça pourrait être quand? On espère bien avant l'été. Okay. Donc, avant l'été, pouvoir présenter des images. Puis on est presque rendu à l'été. Fait que, je ne veux pas être défaitiste, mais on sait qu'il y a un rapport qui est sorti il y a environ quelques semaines passées, et ça disait ceci. Le gouvernement veut peut-être, sans mettre un frein, mais en tout cas, employons le mot frein temporaire pour ce genre de construction. Trop de maisons actuellement construites, on parle de maisons des aînés, trop de maisons construites et peu habitées. Et pas habitées du tout. On parle de 70 à 75 % d'habités. Ça veut dire qu'il y a un 25 % qui n'est pas habité. Et si ma mémoire est fidèle, dans le Saguenay, il y a même 2 maisons qui sont construites et qui ne sont pas habitées du tout. Ça ne pourrait pas mettre un frein temporaire, je dis bien temporaire, aux 2 dossiers de l'Abitibi-Ouest. Aucunement. Parce que les 2 dossiers en Abitibi-Ouest sont des dossiers où ce sont des reconstructions avec un transfert des résidents vers les nouvelles installations. Donc, on se rappelle, pour Palmarol, c'est une reconstruction du CHSLD, puis c'est vraiment dans cette optique-là aussi qu'on a lancé le projet et qui est poursuivi. À travers le temps, c'est devenu une maison des aînés. On est content. C'est un nouveau concept beaucoup plus humain, adapté avec un environnement là, pour les résidents. Mais pour CHSLD Macamic, c'est la même chose. Donc, lorsque la nouvelle installation sera construite, on aura réellement un transfert des résidents dans la nouvelle bâtisse. Il y a un enjeu de sécurité qui est associé au CHSLD Macamic. Donc, même la priorité d'agir rapidement, elle est nommée, elle est reconnue au sein du ministère. Puis, la Société québécoise des infrastructures avance aussi en ce sens-là. Donc, on n'est aucunement visé par une possibilité là, pour nos 2 maisons des aînés en Abitibi-Ouest. Et vous l'avez bien expliqué, c'est que ce n'est pas le même contexte qu'au Saguenay. Disons que l'on construit une nouvelle maison et il n'y en avait pas du tout avant. Puis, comme nous autres ici, il y a un CHSLD qui désuet beaucoup. Donc, on se dépêche parce qu'on ne veut pas qu'il arrive à rien de malheureux. À Palmarol, on a vu qu'est-ce qui s'était passé. On remplace. Donc, on remplace quelque chose. Les bénéficiaires sont déjà... Ça va être occupé à 100 %. Ça va être occupé à 100 %. Il n'y a aucun doute. Les besoins sont même plus grands que les nouvelles places qu'on aura. Voilà. Donc, il n'y a aucun doute. Puis, avec l'avancement où on est rendu dans ces projets-là, donc on est vraiment dans des phases de réalisation avancées des 2 projets. Donc, on ne sera pas visé, si c'est le cas, d'un ralentissement pour certaines maisons des aînés. La bonne nouvelle aussi pour le reste de la région, c'est que nos 2 autres maisons des aînés, donc à Rouyn-Noranda, Val-d'Or, sont déjà très avancées avec vraiment là, des livraisons de projets qui s'en viennent dans les prochains mois. Donc, pour la région, on ne sera pas affecté par une hypothèse de ralentissement qui est prévue ou annoncée. Donc,
pour clore ce dossier des 2 maisons des aînés, d'accord, clore le dossier pour le printemps 2023 actuellement. On se reprendra sûrement à l'automne si c'est possible, mais pour clore ce dossier, pour l'instant, rien n'est inchangé. Les dossiers cheminent. Les années 2023, 2024, 2026 restent là actuellement. Donc, tout chemine. Oui, tout chemine comme on le souhaite. Donc, puis on suit ça de près, de façon très rigoureuse. Soyez assurés de ça. Je suis sur les comités directeurs pour l'avancement de ces projets-là, parce que le gestionnaire, je le répète, là, mais c'est la Société québécoise des infrastructures, mais on s'assure de travailler avec eux pour que tout chemine bien. Merci, Madame Roy, de ces certitudes, puis d'avoir mis réellement, là, d'avoir donné l'heure juste. Moi, j'aime ça, vous recevoir, parce que vous êtes une personne qui donnait l'heure juste. Puis, si ça n'aurait pas marché, vous l'auriez dit. Tout à fait. Là, ça va bien. Vous êtes aussi heureuse que nous d'en parler. Oui. Oh oui, oui. Madame Roy, agrandissement et modernisation des unités d'urgence de soins intensifs au CH d'Amos. On parle d'un projet de 146 millions à peu près. Ma question est celle-ci. Est-ce que ce projet-là peut nuire au projet de Macamic et de Palmarol? J'en reviens toujours à la même hypothèse. Et quand je dis nuire, c'est parce que là, on s'aperçoit que dans le comté d'Abitibi-Ouest, qui englobe Amos, je ne parle pas de MRC, je parle de comté électoral, il ne faut pas avoir peur des mots, qui englobe Amos, le comté de Mme Suzanne Blais, 146 millions pour Amos. On a toujours parlé de, on va dire un chiffre, 110 millions pour Macamic et une cinquantaine de millions pour Palmarol. Tout ça mis ensemble, on dépasse le quart du milliard pour un comté. Est-ce que ça peut avoir une certaine influence sur toujours nos 2 gros dossiers d'Abitibi-Ouest? Encore une fois, aucunement. OK. Vraiment, la planification gouvernementale qui se fait dans les projets, la séquence prévoit qu'il y a vraiment une priorisation à travers les ministères, puis au sein même d'un ministère, des différents projets qui vont être réalisés pour les prochaines années. Quand il est question de projets d'envergure, comme il est question ici, maison des aînés, agrandissement, modernisation d'urgence, les planifications avec les validations au Conseil du Trésor se font à l'avance. À partir du moment où les projets se minent, ils sont inscrits, puis un projet va être retiré seulement si, par exemple, il y a un besoin qui est modifié, il y a vraiment une envergure là, au niveau des coûts qui évolue très différemment de ce qui était prévu, ou la portée du projet change. Dans le cas qui nous concerne, les étapes cruciales qui devaient être franchies pour être capable de porter ces projets-là au sein du Programme québécois des infrastructures, puis les faire cheminer dans le temps, sont franchies. Donc, pour les maisons des aînés, Palmarol, Macamic, on est en phase réalisation. On est bien avancé là, dans les différentes phases avec le Conseil du Trésor qui est bien au fait des coûts. Puis, on chemine à travers ça. Les professionnels travaillent sur les finalités. Puis, pour Palmarol, on se l'est dit, on est même dans l'analyse des plans et devis définitifs. Donc, pour urgence soins intensifs Amos, c'est une nécessité. Le besoin est déjà reconnu. L'annonce qui a été faite, c'est d'aller en dossier d'affaires. Donc là, on s'en va vraiment au niveau de la réalisation des concepts. On connaît l'espace qui est requis, on connaît le besoin, c'est justifié, c'est bien documenté, c'est reconnu. Il y a même une prévision là, au niveau du Conseil du Trésor qui est fait pour identifier un besoin budgétaire associé à ce projet-là. Les prochaines étapes vont permettre de préciser, encore une fois, les plans et devis préliminaires, puis pour la suite, plans et devis définitifs avec un objectif de début de construction pour ce projet-là en 2025. Donc, on a encore des étapes devant nous, mais les 2 projets ne sont pas liés, ne sont pas en concurrence. Okay. Ils sont réellement là, bien identifiés. Effectivement, dans le même comté électoral, mais les besoins sont présents. Puis, celui d'urgence soins intensifs à Amos, il faut le nommer aussi. On a déjà identifié et nommé une 2e phase qui seront les blocs opératoires parce que sur la nouvelle installation d'urgence et soins intensifs, on veut y installer des blocs opératoires qui seront aussi renouvelés, réaménagés et mis aux normes. Peut-être que ce que je vais dire, c'est peut-être boiteux un peu, mais ça fait rien pour bien expliquer. Est-ce que si on met ça sur une échelle de 1 à 100 %, Macamic
et Palmarol est rendu à 75 % ou à peu près, et Amos est rendu peut-être à juste 10 ou 15 %. Est-ce qu'on peut appeler ça? Bien, en fait, le pourcentage, j'aurais de la difficulté comme vous à l'émettre, mais oui, effectivement, pour le projet d'Amos, on est dans une phase beaucoup plus antérieure. Là. Donc, pour Macanic et Palmarol, c'est déjà traversé. Oui, on débute ce projet majeur-là qui a traversé les premières phases parce qu'il faut avoir une reconnaissance du besoin. Il faut que le Conseil des ministres approuve d'aller en grand dossier d'affaires puis d'être capable là, de compléter des plans avec déjà une idée, puis un estimé budgétaire. Ça, c'est fait. Fait que c'est déjà des phases qui sont traversées qui étaient essentielles. C'est inscrit maintenant en planification au Programme québécois des infrastructures, donc ça va se faire. Maintenant, c'est les prochaines étapes qui vont préciser à quel moment et ce sera quoi l'envergure du projet précisément. Et Macanic et Palmarol est beaucoup plus avancé que ça. Oui. Oh oui, tout à fait. Bon. Madame Roy, on parle de la réforme Dubé. Monsieur le ministre Christian Dubé a dit « Je me donne 3 ans pour remettre sur pied le ministère de la Santé parce que là, ça boite de partout. Il ne faut pas s'en cacher. Il y a des gros problèmes en santé au ministère. La réforme Dubé, M. Dubé l'a dit, on va faire les choses calmement, mais on va s'informer, on va travailler avec les employés, on va travailler avec les syndicats, on va travailler avec tout le monde pour refaire une réforme vraiment pour désengorger ou appeler ça comme vous voulez, mais remettre sur pied le système de santé qui était avant la réforme Barrette. Est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui pourrait changer ou est-ce que ça va changer beaucoup, cette réforme-là, chez nous, en Abitibi-Témiscamingue? Vous posez une très bonne question. En fait, pour y répondre, je vais rappeler c'est quoi les objectifs qui nous ont été bien identifiés au niveau de ce projet de loi-là, qui est le projet de loi 15, puis qui est disponible à toute la population. Il y a accès sur le site de l'Assemblée nationale. Voilà. C'est une 300 pages, donc c'est long à lire. Je l'ai vu, puis je ne l'ai pas tout lu. C'est ça. Mais ça se lit bien, puis on comprend bien quand on le lit. Oui. Mais l'objectif premier, c'est de gagner de l'efficacité au sein du réseau public. Puis ça, je pense que tous les Québécois vont le dire, il y a vraiment un objectif d'avoir une meilleure efficacité. Donc, on ne veut plus attendre aussi longtemps pour voir un médecin spécialiste, par exemple. On ne veut plus attendre aussi longtemps pour une chirurgie qui n'est pas urgente ou semi-urgente. Ça de gagner de l'efficacité. Le projet de loi a été écrit avec 4 grands axes. Je vais le dire comme ça, puis c'est comme ça que le ministre Dubé nous l'a présenté aussi. Le premier axe, c'est améliorer l'accès aux services. Et ça, tout le monde est d'accord, puis en fait, on peut tous s'y rallier. On veut améliorer l'accès aux services. À l'interne du réseau, une façon de faire dans l'amélioration de l'accès aux services, c'est aussi modifier nos façons de faire dans les établissements puis dans le ministère. Et dans le projet de loi, c'est ce qu'on retrouve. On retrouve une façon différente de gérer les équipes médicales, de gérer les équipes cliniques, d'assurer une meilleure interdisciplinarité, donc travail de plusieurs professionnels ensemble. Donc, il y a plusieurs articles du projet de loi qui nomme comment on peut améliorer l'accès aux services en modifiant nos façons de faire à l'intérieur des organisations, puis en simplifiant aussi des façons de faire. Un autre objectif, un autre axe qui est dans le projet de loi, c'est améliorer la gestion de proximité. Puis ça a été nommé beaucoup, puis je l'ai entendu beaucoup ici en région, par les élus, par les partenaires. On voudrait que les décisions soient davantage prises, non seulement en région, parce qu'on a un CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, on est en région, mais plus près encore des équipes, plus près encore des populations, donc même aller jusqu'à un niveau local. Au sein du projet de loi, on voit aussi pas un retour en arrière avec différents établissements dans la région. On va demeurer un établissement pour la région, mais des gestionnaires, des personnes qui vont avoir des responsabilités pour nos installations principales. Donc là, ça donne effectivement une marge de manœuvre importante, décisionnelle, directement plus près de la population. Dans notre région, on avait déjà fait un pas comme ça. Présentement, il y a déjà des gestionnaires dans chacun des hôpitaux de la région. Il va nous rester des pas à faire. On en a déjà aussi dans les CHSLD, mais on va donc confirmer, consolider tout ça. Mais donc ça, c'est pour améliorer la gestion de proximité. Proximité pour la population, mais proximité aussi pour les équipes. Donc, au sein d'une même installation, d'un même territoire local, mais que les gens sentent qu'ils ont un sentiment d'appartenance à leur installation de santé, services sociaux.
Un troisième axe, c'est d'améliorer l'écoute puis la satisfaction des usagers et d'en tenir compte. Donc là, il y a tout un volet du projet de loi qui prévoit d'améliorer une capacité de mesurer la satisfaction des usagers. Un peu comme quand on va dans différents services, ça peut être dans des entreprises, dans des restaurants. Hein, on complète souvent des sondages de satisfaction. De quelle façon on peut faire ça en santé? On est un service public. Puis de quelle façon, au niveau rapidement du politique, du ministère, on peut adapter l'offre de service ou la façon de rendre le service pour que la population soit plus satisfaite. Puis le dernier grand axe, c'est d'améliorer toute la coordination du réseau. Présentement, c'est 34 installations, 34 établissements en santé, services sociaux qui composent le réseau public, là, en santé, services sociaux au Québec. On va ramener ça à 1, on l'a entendu, Santé Québec. Donc, le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue va devenir Santé Québec Abitibi-Témiscamingue. Mais l'objectif, c'est en se disant, quand on est une seule instance, quand on est un seul employeur, on a beaucoup plus de possibilités pour mieux coordonner les services, répartir les ressources également, parce que toute la marge décisionnelle relève à une seule grande instance. À l'intérieur de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne défait pas les structures des établissements actuels. Donc, à partir du moment où la loi sera adoptée, sanctionnée, il y aura un 6 mois de délai. Oui. Mais suite à ça, la structure du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue va être intégrée directement dans Santé Québec. Je vais en demeurer la PDG, le PDGA va demeurer, tous les gestionnaires de l'organisation, tous les employés vont maintenir leur emploi tel quel. Donc, on n'est pas en train de défaire quelque chose, mais on est en train de dire, bien, cette structure-là, qui s'appelait les CIS, vont devenir des établissements territoriaux, mais au sein de Santé Québec. Et le but premier, c'est l'amélioration. Le but premier, c'est d'améliorer l'efficacité du réseau, puis donc de se donner les leviers pour y arriver. Puis le projet de loi, c'est un des leviers que le ministre Dubé se donne. Est-ce qu'on a assez de 3 ans pour tout faire ça? En fait, ce qui est puis vous l'avez nommé d'entrée de jeu, ce qui est apprécié de la façon de faire actuelle, c'est qu'on prend le temps de le faire. On prend le temps d'écouter les gens. Présentement, il y a des commissions parlementaires, il y a aussi des consultations qui se font publiquement, puis avec différents groupes, pour être sûr d'atteindre l'objectif. Parce qu'en fait, les 4 axes que je vous ai nommés, tout le monde est d'accord avec ça. Donc, comment s'assurer que le projet de loi qui sera écrit va permettre d'atteindre ces objectifs-là, puis partout au Québec, pas juste en tenant compte des grands centres, pas juste en tenant compte des régions plus éloignées, mais de s'assurer que partout au Québec, on s'assure d'atteindre ces objectifs. Parce que je prenais M. Dubé qui disait, le projet que nous avons, ce n'est pas de dire aux personnes concernées, maintenant, on va faire ça de même et de même. C'est que, êtes-vous d'accord que l'on pourrait faire ça de même? Si vous avez une solution meilleure, mettez-la sur la table, on va l'étudier. C'est exactement ce qu'il a dit. Puis il y a même un politicien qui a dit, s'il y a quelqu'un au Québec actuellement qui peut refaire une réforme de la santé et la mener à bon port, c'est Christian Dubé. Bien, puis en fait, on suit ce qui se passe, ce qui se déroule. Puis je vous dirais que moi, je suis très satisfaite, puis j'adhère à ce projet-là dans l'objectif que je vous ai nommé. Ce qui est intéressant également, on entend le mot décentralisation à travers tout ça, puis présentement, en créant Santé Québec, puis en ramenant toute la coordination des opérations, donc des activités que les établissements font avec Santé Québec, bien là, on vient de faire une séparation entre le ministère, le ministre, qui donne des orientations, qui précise un peu ce que les établissements doivent faire pour toute la population au Québec, mais dans les façons de faire, bien ça va être les établissements. Donc, Santé Québec, Abitibi-Témiscamingue, on va avoir les mains sur le volant pour décider comment on est capable d'atteindre ces résultats-là, comment on est capable d'offrir les meilleurs services ou de la meilleure façon pour la population ici. Et ça, c'est préservé et maintenu dans la loi. Vous avez répondu à une de mes futures questions, mais je vais revenir quand même assez vite dessus. Au moment où l'on se parle, est-ce que chaque institution comme Alassar, Amakamek, à Ville-Marie, peu importe, est-ce qu'il y a des personnes ou une personne décisionnelle sur place au moment où, puis s'il n'y en a pas, est-ce qu'il va en avoir? Présentement, dans certaines de nos installations, oui. En fait, pour 2 types d'installations. Présentement, au niveau des CHSLD, dans le contexte de la pandémie, le ministre Dubé, avec le ministère, avec tout ce qui s'est passé dans les CHSLD, il y a eu une volonté de dire « ça nous prend un boss dans chaque CHSLD ». Ça a été nommé carrément comme ça. Oui. Et donc, effectivement, on a maintenant un gestionnaire qui est en responsabilité de comment ça fonctionne dans chacun de nos CHSLD de la région. On en a 9. On les appelle les gestionnaires milieu de vie. On en a 9, donc une personne responsable.
Puis ici, d'ailleurs, là, en Abitibi-Ouest, au niveau de Macamic, c'est Mme Nancy Tremblay. Puis pour la SAR, c'est Jenny Archambault. Donc, on a ces 2 CHSLD-là dans le secteur qui ont chacun leur gestionnaire milieu de vie. Okay. Au niveau des installations hospitalières, de par notre propre initiative, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, il y a maintenant quelques années, on a décidé de mettre en place un gestionnaire qui assurerait toute la coordination des activités de l'hôpital. Et ça, on a également donc une cadre supérieure ici à la SAR, qui est Mme Véronique Paquette, qui est une cadre supérieure qui assure cette responsabilité-là. Avec le projet de loi, on va probablement vouloir aller même encore un peu plus loin au niveau de la responsabilité de nos différentes personnes responsables d'installation. Puis, le bout qu'on va regarder, c'est les CLSC. Parce qu'on a des installations CLSC distinctes des autres. Parfois, ils sont intégrés ou ils sont conjoints dans une installation. Donc, ce bout-là, là, on va le regarder davantage, mais on a déjà un pas de fait. Comme dernière question, parce que le temps passe tellement vite, moi, si je vous demandais que le manque de médecins de famille, c'est un dossier criant, puis c'est pas rien que chez nous, c'est partout, mais si on parle de chez nous, est-ce que le manque de médecins de famille, est-ce que c'est un dossier qui progresse chez nous, en Abitibi-Témiscamingue? Pour vous dire qu'il a progressé ou comment le mesurer dans sa progression, il faut comprendre un peu un changement de façon de voir les choses au niveau de l'accès à un médecin de famille depuis la dernière année et demie, je dirais. Parce qu'au départ, là, puis même au niveau du gouvernement, c'était dit, on veut que chaque personne ait accès à un médecin de famille. Maintenant, ce qu'on dit plutôt, c'est on veut que chaque personne ait accès à un rendez-vous avec un médecin ou à un autre professionnel quand il y en a besoin. Donc, ce qu'on appelle accès à nos services de première ligne. Ce qui est important pour la personne, c'est que si elle a besoin de voir un médecin, qu'elle le voit. Mais si elle a besoin de voir quelqu'un qui peut être un physiothérapeute, qui peut être son pharmacien, qui peut être un autre professionnel de la santé, c'est ça qui est important. Et là, oui, ça a grandement progressé. En fait, en région, quand on regarde là, l'accès à un service de première ligne, c'est actuellement 88,5 % de la population qui ont cet accès-là. Donc, c'est les gens qui sont soit inscrits à un médecin de famille, soit inscrits à un GMF, un groupe de médecins de famille, mais en groupe. Puis les gens là, qui ont des inscriptions de groupe ont reçu des lettres, donc peuvent se reconnaître. Ou des gens qui sont inscrits au guichet d'accès pour un médecin de famille. Ils sont inscrits en attente, mais eux ont accès au guichet d'accès première ligne qu'on a développé. Oui, donc, ont accès à tout ça. Puis, précisément pour l'Abitibi-Ouest, je vous dirais que c'est même 91,1 % de la population qui ont cet accès-là, qui est facilité. Puis, à partir du moment où ils font un appel, que ce soit au guichet d'accès première ligne ou que ce soit à leur groupe de médecine familiale, peuvent avoir accès à un rendez-vous dans les délais en fonction de leurs besoins. Madame Roy, j'aurais eu d'autres questions. Malheureusement, le temps file beaucoup, même trop vite un peu. Moi, j'aimerais vous remercier beaucoup d'être accessible, puis de nous dire à nous, la population, de toujours nous informer et de nous donner l'heure juste. Et je peux vous dire que tant et aussi longtemps que j'aurai une émission ici, vous serez toujours la bienvenue parce que ce sont de gros dossiers et vous les menez avec votre équipe d'une main de fer et je vous en félicite. Bien, c'est moi qui vous remercie, puis ça va toujours être avec plaisir que je vais pouvoir participer à votre émission. Là, je suis bien consciente de la portée aussi qu'on peut avoir auprès de la population. C'est très apprécié, cette opportunité-là que vous me donnez. Bien, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un bon été. Prenez du repos, parce que réellement, vous connaissez de longues semaines et de longues heures. Bien, vous aussi, bon été, et on se revoit dans quelques mois. J'en suis persuadé. Merci beaucoup, Madame. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'était la dernière émission de la saison 2022-2023. Merci de votre grande fidélité à cette émission. Passez un bel été et surtout, soyez très prudents. Au revoir et merci.